Suavissimo. Alors, c'est la fin de New START. C'est quoi New START? C'est le traité qui avait été mis en place en 2010 qui limitait le nombre d'armes nucléaires que pouvaient posséder les États-Unis et la Russie. C'est un traité pour encadrer, en fait, diminuer la prolifération d'armes nucléaires en Russie, aux États-Unis. C'est la fin de ce traité-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On en parle avec Émile Lambert-Deslandes, doctorant à l'Université Queen's, spécialisé justement en dissuasion et prolifération nucléaire. Bonjour, M. Lambert-Deslandes. Bonjour, vous allez bien? Très bien, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de la fin de ce traité-là? La fin du traité en tant que tel, à mes yeux, n'est pas la chose la plus inquiétante au monde, dans le sens que la partie la plus importante du traité, en fait, c'était au niveau, il y avait deux volets. Le premier volet, vous l'avez mentionné, c'était par rapport à limiter le nombre de têtes nucléaires déployées, donc mettre une limite de 1550, qui était une étape positive, mais en tant que tel, c'est pas la chose la plus grave au monde que ce ne soit plus en vigueur, cette partie-là. Mais le deuxième volet du traité, la partie qui est la plus inquiétante dans le fait qu'elle n'est plus en application, c'est qu'il y avait un système d'inspection et de vérification mutuelle entre la Russie et les États-Unis pour s'assurer que l'un et l'autre respectaient le traité, ce qui améliorait la transparence et la communication entre les deux pour éviter des erreurs de perception. Mais en pratique, ce volet-là, il n'était déjà plus en application depuis 2022 parce que la Russie avait suspendu les inspections américaines dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. OK. Écoutez, j'ai l'impression, puis je ne sais pas si c'est une réalité ou seulement une impression, mais il fut un temps où il me semble qu'il y avait une désescalade. On tentait d'avoir de moins en moins d'armes nucléaires. Puis là, je sais pas, je lis les nouvelles et tout ça, on dirait qu'il y a une escalade. Il y a une prolifération des armes nucléaires. Est-ce que c'est une réalité ou une impression? Je pense que votre impression, elle est quand même véridique. Il y a effectivement eu une période qui a commencé dans les années 70, qui s'est amplifiée dans les années 90, justement avec la fin de la guerre froide, dans laquelle on a vraiment cherché à limiter le nombre d'armes nucléaires, limiter ce qu'on pourrait appeler la prolifération verticale, donc des États qui ont déjà l'arme nucléaire, qui augmentent la taille de leurs arsenaux respectifs. Et ça, il y avait une tendance très positive. Et en fait, dernièrement, dans les dernières années, il y a la tendance inverse qui commence à s'observer. Pas nécessairement parce que les États-Unis et la Russie, eux, construisent et assemblent plus d'armes nucléaires, mais bien parce que d'autres puissances, comme la Chine, ont rejoint le bal, pour utiliser cette expression-là, et eux ont commencé à augmenter la taille de leurs arsenaux et surtout à moderniser. Donc, la nouvelle prolifération, la nouvelle course à l'armement, comme on pourrait l'appeler d'aujourd'hui, c'est une course à la modernisation et à l'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes d'armement et l'entrée, disons, sur la scène de nouveaux joueurs comme la Chine, que la Chine, pendant très longtemps, en fait, avait ce qu'on appelle une doctrine de dissuasion minimale, c'est-à-dire avoir le strict minimum d'armes nucléaires pour pouvoir dissuader une attaque, donc autour de 300 ogives. Or, dans les dernières années, il y a eu une expansion de l'arsenal et quand on regarde les projections, ils s'enlignent plutôt pour avoir autour de 1000 ogives nucléaires, c'est quand même très significatif. Ben oui, et vous parliez de l'introduction de nouvelles technologies. Je parlais à notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette qui s'inquiétait, lui, de l'arrimage de l'intelligence artificielle et des armes nucléaires. Est-ce que c'est de la science-fiction ou ça pourrait être la réalité? C'est un enjeu qui est encore théorique, dans le sens où l'intelligence artificielle elle-même est encore en développement, donc on ne sait pas exactement comment elle pourrait être intégrée complètement dans les armements nucléaires, mais c'est une conversation qui existe, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de comment l'intelligence artificielle pourrait être intégrée aux armements nucléaires, on parle en fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions, automatiser les armements, et ça, c'est des choses qui pourraient se produire. Et c'est donc de l'intérêt, justement, de pousser pour de nouveaux traités qui pourraient encadrer les pratiques des États par rapport aux armes nucléaires. Et en fait, des traités comme le New START ne prenaient aucunement en compte ces nouvelles réalités-là qui pourraient amener beaucoup plus de risques.
Il fut un temps, dans les années 50, 60, c'était la peur d'une attaque nucléaire. On disait aux enfants de se cacher sous les... On leur montrait comment se protéger d'une attaque éventuelle en se mettant en boule sur le bureau de l'école. Il y a des gens qui faisaient construire des bunkers, etc. C'est en pleine guerre froide. Est-ce qu'on va revivre une période du genre de paranoïa là, sur une guerre nucléaire? Ce à quoi vous faites référence, c'est l'équilibre de la terreur, comme on l'appelait, le fait qu'il y avait cette crainte de guerre. En tant que telle, la dynamique qui amenait cette crainte-là dans les années 60, 50, c'est une dynamique qui n'est pas disparue dans les années qui ont suivi, dans le sens qu'il y a toujours eu des armes nucléaires, il y a toujours eu la dissuasion nucléaire entre les puissances. Je pense que ce qui se développe, et ça, je pense que c'est positif, c'est qu'on, pendant très longtemps, en fait, surtout depuis la fin de la guerre froide, on a commencé à ignorer un peu les armes nucléaires, à se dire, sont plus tant importantes, elles nous affectent plus vraiment, mais c'est juste que maintenant, on recommence à avoir conscience qu'elles sont toujours là, qu'elles sont toujours présentes et qu'elles influencent toujours le comportement des États et surtout leurs dirigeants. Et M. Lambert-Deslandes, en terminant, est-ce que ce serait possible une attaque terroriste avec une arme nucléaire? Une attaque terroriste, disons, d'un groupe non étatique à ce stade, non. Il n'y a pas, du moins pas encore, il n'y a pas encore, disons, la démocratisation de la technologie nucléaire n'est pas assez avancée pour permettre à un groupe non étatique. Je sais que c'est un scénario qui est souvent comme dans des films de James Bond et d'autres films de science-fiction, mais en tant que tel, on n'est pas encore là, mais ça en demeure que certains États isolés, comme on peut penser à la Corée du Nord, ont l'arme nucléaire et ça peut représenter un risque. En tout cas, j'ai vu le film de Catherine Bigelow et peut-être vous aussi, Monsieur Lambert-Deslandes, sur Netflix, là, où c'était une attaque nucléaire contre Chicago. Et je peux vous dire que j'ai mal dormi après avoir vu ce film-là. C'était assez terrifiant. Je vous comprends. J'ai trouvé que c'était un excellent film qui montrait bien la rapidité à laquelle une crise nucléaire peut se développer et arriver. Mais effectivement, moi aussi, après l'avoir regardé, j'ai un peu moins bien dormi. Ah oui, surtout la fin, là, incroyable, quand les gens entrent dans le bunker et tout ça, ça a l'air tellement réaliste, là. C'est terrifiant. Ben, merci beaucoup, M. Émile Lambert-Deslandes, doctorant à l'Université Queen's, spécialisé en dissuasion et prolifération nucléaire. Bonne journée.